Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Hello! Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, du coup, je vais pas forcément vous partager des conseils. Par contre, je vais vous parler d'une expérience qui est assez connue dans le domaine des troubles alimentaires. Et en fait, je trouve que cette expérience, elle est hyper pertinente pour expliquer les mécanismes des troubles alimentaires, notamment des troubles alimentaires restrictifs comme l'anorexie. Je voulais vraiment vous la partager. Je pense que moi, j'avais entendu cette expérience avant, quand j'étais malade du coup, et même quand j'ai traversé la faim extrême. Je pense vraiment que ça m'aurait aidé. Donc c'est pour ça que je voulais vous la partager. Bon, je vous spoil pas plus. Cette expérience, c'est l'expérience de la famine qui a été menée dans le Minnesota. Donc en fait, c'est l'une des expériences les plus déterminantes qui a servi et qui sert même encore aujourd'hui comme ressource dans le traitement des troubles alimentaires. En fait, elle explique les effets psychologiques et physiologiques de la restriction sur le corps et sur le cerveau. Et en plus de ça, elle donne en fait un peu un aperçu de ce qui peut se passer dans le processus de rétablissement après avoir subi la restriction. Donc quand j'ai lu cette étude, j'étais vraiment stupéfaite de découvrir le nombre de similitudes qu'il y avait entre ce que j'ai développé lorsque j'étais anorexique et même dans mon processus de renutrition et ce qu'ont développé les sujets de cette expérience justement. Juste avant de commencer, de vous expliquer vraiment l'expérience, je vais quand même rappeler justement, bien souligner le fait que c'est une expérience. Donc les sujets, ils étaient volontaires. Là où les troubles alimentaires ne sont pas volontaires, c'est vraiment une maladie mentale dont on ne décide pas de l'avoir ou on commence pas ça du jour au lendemain, quoi. Voilà, c'est important pour moi de le repréciser. Pour les personnes qui sont malades, je sais que c'est évident. Pour d'autres personnes qui ne sont pas malades, mais qui se renseignent sur le sujet peut-être, c'est peut-être moins évident en fait. Alors, cette expérience, elle débute en 1944, donc on est là dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, et durant cette période, du coup, les hommes subissaient en fait de la famine dans toute l'Europe, dans les tranchées, pendant la guerre en fait, même globalement. Et du coup, c'était important de comprendre comment ça a impacté leur fonctionnement, comment ça a impacté leur corps, pour en fait leur permettre le meilleur rétablissement possible après la guerre. Donc cette recherche, elle a été menée par le physiologiste et scientifique Ansel Keys et ses collègues de l'université de Minnesota, d'où du coup le nom d'expérience. Et cette étude, elle a été faite sur 36 hommes qui étaient volontaires et tous en bonne santé physique et mentale. Ils ont vraiment reçu une batterie de tests avant, ils ont vu des psychologues, des médecins qui ont vraiment attesté de leur bonne santé mentale et physique. Et cette expérience, du coup, elle va durer approximativement 1 an. Donc comment ça s'est passé ? Il y a eu 3 grandes étapes et il y en a 12 d'entre eux qui ont participé du coup à une quatrième étape. Donc la première étape, c'est une période d'observation. Donc cette période, elle va durer 3 mois. Et pendant cette période-là, les participants, ils étaient absolument pas en restriction et on leur donnait même des apports en fonction de leurs besoins respectifs pour leur assurer qu'ils aient tous les nutriments et vitamines nécessaires. Et il n'y avait pas du tout un objectif de perte de poids. Donc ils suivaient des menus qui étaient élaborés par des diététiciens qui étaient qualifiés. Et du coup, pendant cette période-là, ils mangeaient approximativement entre 3200 et 3500 calories par jour. Et puis cette période-là a permis aussi aux chercheurs en fait de pouvoir mieux connaître ces hommes-là, de connaître leur comportement dans la vie quotidienne quand ils sont dans un contexte normal, de connaître leur santé physique, etc. Comme ça leur permettra de faire des comparaisons qui sont pertinentes une fois qu'ils auront été soumis à la restriction. Deuxième période, c'est la période de famine qui commence. Donc cette période-là, elle va durer 6 mois. Donc du coup, on dit famine, mais en réalité, c'est plutôt une semi-famine. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire famine, ça fait penser un peu à l'arrêt total de nourriture, mais pendant cette période-là, les hommes, eux, ils ont été restreints à la moitié en fait de leur apport calorique qu'ils avaient durant la première période. Donc ils étaient approximativement autour de 1570 calories par jour. Et pourtant,
vous verrez que les impacts néfastes sur la santé sont dévastateurs. Donc c'est vraiment pour souligner à quel point c'est pas la quantité de restrictions qui importe. Je dis ça parce que je sais que souvent dans les troubles alimentaires, on a tendance à minimiser et à dire non mais je comprends pas, je me restreins pas tant que ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important, puisque 1570 calories, je sais qu'il y a beaucoup qui prennent moins. Et en plus de ça, je souligne aussi le fait qu'il y a énormément de régimes préconisés qui incitent à manger moins que 1570 calories. Donc je déteste la culture des régimes déjà, mais en plus de ça, genre ça prouve encore plus la dangerosité de ce que les entreprises ou même des personnalités peuvent préconiser en fait. Donc la prochaine fois que vous entendrez un discours qui conseille un très faible apport calorique en vous disant que c'est bon pour votre santé, etc., souvenez-vous franchement de cette étude. Alors, pendant cette période-là, les hommes, ils avaient 2 repas par jour. Donc, il y en avait un qui était donné aux alentours de 8h du matin et l'autre plutôt vers 18h du soir. Donc, forcément, 18h, c'est forcément le soir. Du coup, le but, c'était de reproduire les prises alimentaires qui étaient données aux combattants pendant la guerre. Et d'ailleurs, le type d'aliments donné s'inspirait aussi de ce qui était donné pendant la guerre. Donc, c'était essentiellement comme du pain noir, des pommes de terre, des navets, du rutabaga. Donc, pendant cette période-là, les hommes, ils devaient aussi faire de l'exercice physique, donc ils devaient marcher quotidiennement un nombre de kilomètres défini, et ils étaient aussi soumis à un travail dans un laboratoire pendant 15 heures par semaine. Ça correspondait essentiellement à des tâches bureautiques en réalité, mais en fait le but c'était quand même de les garder dans un environnement classique, on va dire, qu'une personne lambda. Et en plus de ça, ils avaient aussi un test sur un tapis roulant 30 minutes par semaine. Et du coup, s'ils le souhaitaient, en plus, ils pouvaient assister à des activités académiques et sociales 25 heures par semaine. Dans cette période de famine, il y a vraiment une perte de poids qui était attendue et qui était mesurée précisément. Donc c'est-à-dire que si leur perte de poids elle était trop lente ou trop rapide, leur ration calorique a été adaptée. La troisième période, c'est la période de renutrition mesurée. Alors je dis mesurée parce que du coup il y a cette première période qui a duré donc 3 mois, où tous les participants ont été observés et pendant lesquels du coup les chercheurs réintroduisaient l'apport calorique. Et du coup l'apport calorique était compris entre 2000 et 3000 calories par jour. Et ensuite, les chercheurs ont décidé de proposer à 12 des sujets une période de renutrition, mais qui était non contrôlée. Donc cette période, elle a duré 2 mois. Donc en fait, c'est une période pendant laquelle les participants pouvaient vraiment choisir de manger ce qu'ils voulaient, donc l'apport calorique qu'ils voulaient par jour. Donc c'était pas quelque chose qui était donné par les chercheurs, mais eux par contre ils continuaient de les observer pour voir justement comment ça se passait quand ils écoutaient, on va dire, leurs sensations. Après, ça veut pas dire que le reste des participants n'ont pas vécu ça, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas été observés pendant cette période-là. Pourquoi il y en a que 12 qui ont été soumis à ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça dans les faits. Donc les observations qui ont été faites, elles sont genre trop fascinantes. Enfin, moi je trouve ça incroyable. C'est vraiment là où j'ai pris conscience des grandes similarités avec l'anorexie que j'ai eue. Par contre, je connais bien les troubles alimentaires, j'ai été malade et je sais que on a toujours tendance à minimiser la gravité de sa maladie. Et donc là, je vais vous donner tous les symptômes qu'ils ont eus. Et peut-être que vous allez vous dire « Ah bah moi, tiens, j'ai pas ressenti ça, donc c'est pas si grave mon trouble alimentaire. » Franchement, vous dites pas ça. Vous dites pas que si vous avez pas les mêmes symptômes, c'est que votre TCA, il est pas grave. Rappelez-vous vraiment que déjà, c'est une expérience et pas un trouble alimentaire voulu. Et en plus de ça, que genre, même si le trouble alimentaire, c'est une maladie globale, enfin c'est des maladies qui touchent beaucoup de monde, chaque personne l'expérimente à sa façon et même à son propre chemin de guérison et ça n'en rend pas moins valide la maladie ou la guérison. Donc voilà, je le rappelle parce que vraiment, je sais, j'ai été à votre place et je sais que moi souvent j'avais tendance aussi à minimiser les choses ou à plus souligner les symptômes que je n'avais pas plutôt que souligner les symptômes que j'avais. Donc, je vais commencer par les impacts physiques de la restriction sur le corps. Donc forcément, il y a eu une perte de poids puisqu'elle était volontaire, c'était voulu. Donc leur poids a chuté en moyenne donc de 25%. Et ils ont eu aussi une fonte de la masse musculaire de 40%. Ils avaient parfois mal lorsqu'ils devaient s'asseoir parce qu'ils avaient perdu trop de poids. Donc ils s'asseyaient avec des oreillers par exemple pour atténuer la douleur et les frottements. Ensuite, ils souffraient d'anémie, de déficit neurologique, ils avaient la peau pâle, rugueuse et fine, leurs ongles cassés, même cessaient de pousser, et les cheveux pareil cassés et la repousse était ralentie. Les hommes souffraient de problèmes intestinaux, notamment de constipation. Donc pour donner un ordre de comparaison, pendant les 3 premiers mois,
où ils étaient juste en observation, ils allaient aux toilettes au moins une fois par jour, alors que pendant la période de restriction, ils y allaient plutôt 1 à 2 fois par semaine. Leur température corporelle, elle était basse, ils avaient du mal à se réchauffer, ils avaient froid, et du coup à l'inverse, ils présentaient une plus grande résistance à la chaleur, donc ils demandaient souvent à ce que leur café, leur thé, leur repas soient servis vraiment très chaud. Ensuite, au niveau cardiaque, ils ont une diminution de leur pouls, même leur cœur a en moyenne diminué de 17%. Et enfin, ils ont eu aussi une diminution de la libido, donc pas que en termes de désir. Il y a vraiment des analyses qui ont montré qu'ils ont eu une baisse de leur capacité de reproduction. Cette étude, elle a été faite que sur des hommes. Je pense que si ça n'a pas été fait sur des femmes, c'est parce que à l'époque, du coup, c'était pour mesurer l'impact de la restriction sur les hommes qui étaient à la guerre dans les tranchées. Donc ça ne concernait pas les femmes. Mais en tout cas, si des femmes avaient participé, ce symptôme-là de la libido, ça se serait traduit aussi par une perturbation des cycles de règles, voire même l'arrêt complet des menstruations. Donc une aménorrhée, quoi. Maintenant, les impacts physiques et comportementaux de la restriction. Donc très vite, ils ont tous eu des préoccupations obsessionnelles autour de la nourriture. Ça revenait constamment dans leur sujet de conversation, dans le choix de leur lecture, et il y a même des participants qui en rêvaient la nuit. Il y a aussi des participants qui ont commencé à développer une passion autour des recettes. Ils lisaient beaucoup de livres de recettes. Il y en a même un où à la fin de l'expérience, il avait collectionné plus de 100 livres de recettes qu'il regardait en fait. Cette obsession a même amené certains d'entre eux à observer des gens manger dans des restaurants ou juste à dévorer des yeux les vitrines des boulangeries. Après, il y a certains hommes qui trouvaient du plaisir à regarder les autres manger, tandis qu'il y en a d'autres qui préféraient vraiment éviter de les voir manger. Certains sont devenus hyper possessifs par rapport à leur repas. Ils avaient peur qu'en fait on leur vole leur repas. Donc du coup, pendant les heures de repas, ils gardaient comme les coudes devant leur assiette, comme pour la protéger en fait, parce qu'ils avaient peur qu'on leur prenne. Pour le coup, je trouve que ce point-là, on voit vraiment qu'il s'agit d'une expérience et pas de troubles alimentaires, puisque leur volonté en fait était de manger plus. Si on leur avait donné plus, ils auraient mangé plus. Je trouve que là, du coup, ça diffère assez des troubles alimentaires restrictifs. Après, ça reste que mon avis. Étant donné que les repas étaient pas tous les mêmes, du coup, souvent, ils se comparaient leurs menus entre eux. Ensuite, ils ont eu des nouvelles façons de manger, enfin plutôt des consommations qui sont apparues. Par exemple, il y en a qui mangeaient énormément de chewing-gum du matin au soir, à tel point que du coup, les chercheurs, ils ont dû vraiment limiter le nombre de boîtes données à chaque participant. Et il y en a même qui, ils mâchaient tellement de chewing-gum et tellement rapidement que leur mâchoire devenait vraiment douloureuse. Il y en a d'autres qui ont développé des habitudes de tabagisme, de caféine. En fait, leur but, c'était d'essayer d'ignorer leur faim. Et même, il y en a aussi qui consommaient beaucoup d'eau pour essayer de rechercher un peu un sentiment de plénitude au niveau de l'estomac. Ensuite, les sujets sont devenus vachement plus irritables, très énervés, même pour des broutilles. Ils ont aussi développé des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, sur leur façon de manger. Donc, par exemple, ils ont commencé à manger plus lentement, ils ont commencé à couper en petits morceaux leur nourriture, ils essayaient de trouver des façons de tromper leur cerveau, en fait, de faire des illusions pour faire croire à leur cerveau que leur assiette comportait plus de nourriture qu'elle en avait réellement. Aussi, ils utilisaient beaucoup les épices et le sel pour tenter de relever la saveur de leur plat. Aussi, les hommes qui étaient sociables, extravertis à la base, sont devenus vraiment renfermés, isolés, et ils avaient même des attraits anxieux et dépressifs qui se sont développés. Donc voilà les observations. Je n'ai rien dit pendant ces observations, moi j'avais envie de commenter vraiment chaque point. Enfin, moi je me suis retrouvée dans vraiment beaucoup de ces points-là, et vraiment quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est dingue quoi, enfin vraiment c'est en fait normal tout ça, c'est vraiment normal. Enfin, je le savais, mais je trouve que cette expérience, comme les scientifiques, elle le prouve d'autant plus quoi. Ensuite, on passe du coup à la phase de réalimentation. Donc j'ai fait un focus sur cette phase, puisque elle est hyper importante. Enfin forcément, on se demande tout le temps, quand on commence à remanger, on a peur de savoir comment le corps va réagir. Bon alors attention, encore une fois, c'est pas parce que eux, ils ont réagi de cette façon-là, que vous allez réagir exactement de la même façon. Ça reste une expérience. Mais même chose, moi j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec ce que j'ai traversé, notamment moi ma période de faim extrême. Donc pour la réalimentation qui était contrôlée, donc qui a vraiment suivi les 6 mois de famine et où tout le monde en fait a participé à cette phase-là, donc qui a duré 3 mois. Du coup, à mesure que leur apport calorique augmentait, ils ont noté des changements physiques et mentaux positifs. Donc par exemple, ceux qui étaient vraiment anxieux et dépressifs, ils se sont vus être stabilisés. Ensuite, par contre, il y en avait beaucoup qui ont souffert d'œdème au niveau des chevilles, des genoux et même du visage. Et il y en a beaucoup qui disaient qu'ils terminaient les repas, mais qui sentaient que physiquement, ils pouvaient plus manger, mais ils avaient encore vachement faim en fait. Et du coup, ça nous amène à la période de réalimentation
non contrôlée. Donc là, c'était 12 participants seulement. Et ils géraient en fait eux-mêmes leur nutrition. C'est là où je trouve que vraiment c'est super intéressant aussi. Souvent, les participants se voyaient manger plusieurs repas au cours d'un seul repas en fait. Ils disaient vraiment qu'ils avaient beaucoup de mal à ressentir leur sensation de faim et de satiété. Ils se disaient traverser des périodes de frénésie alimentaire, donc ils appelaient ça comme ça. Mais à cette époque-là, du coup, on parlait pas de faim extrême. Je trouve que même la faim extrême, on en parle depuis relativement assez tôt finalement. Et en fait, c'était une période durant laquelle ils mangeaient une quantité vraiment excessive selon eux de nourriture. Mais du coup, la faim extrême, en fait, c'est ça, sauf que une fois on m'a dit, en fait, c'est pas de la faim extrême, c'est de la faim qui est normale, appropriée, vu la quantité de restrictions qu'il y a eu avant. Et c'est exactement ça, en fait. C'est genre, c'est pas d'une quantité excessive, c'est une quantité normale que le corps a besoin pour se remettre de la restriction qu'il a eue les mois précédents. Ensuite, comme ils étaient observés, les chercheurs, du coup, ils ont pu noter que ces hommes-là mangeaient en moyenne entre 4000 et 11 500 calories par jour les premières semaines, donc du coup avec une moyenne de 5000 calories par jour. Nombreux sont ceux qui ont reporté aussi de grandes douleurs au ventre, avec notamment un patient même un ou deux, qui a été aux urgences, tellement il avait mal au ventre, et il y en a même qui vomissaient involontairement en fait. Et les hommes disaient qu'en fait vraiment, encore une fois, physiquement ils pouvaient plus rien avaler, mais ils n'arrivaient pas à se sentir satisfaits en fait. Donc voilà, ça, je pense que ça peut rassurer certaines personnes d'entre vous qui traversent peut-être la faim extrême et qui parfois se disent mais c'est pas possible, je mange des quantités démesurées. Bah vous voyez, franchement, c'est même scientifiquement prouvé, c'est complètement normal. Et d'ailleurs, en fait, à cette époque-là, ils faisaient pas ça dans une mesure d'analyser les troubles alimentaires et puis ils connaissaient pas, je pense, autant ces sujets-là. En fait, les chercheurs, ils ont admis qu'ils s'attendaient pas à ce que les sujets mangent autant de calories. Et ils ont déduit que vraiment, c'est hyper important d'avoir un apport calorique conséquent pour permettre en fait aux dommages qui ont été causés sur le corps pendant la restriction d'être reconstruits. Donc après, ça a duré du coup 2 mois cette période-là, mais en réalité, il y a beaucoup de participants qui ont continué d'avoir ces comportements-là, même 5 mois après la fin de cette observation. Je dis ça aussi parce que parfois il y en a qui disent mais je fais ça depuis des mois. Eux aussi, et pourtant ils n'avaient pas de troubles alimentaires. C'est-à-dire que quand ils ont recommencé à manger, ils ont vraiment commencé à manger, ils se sont pas restreints, ils ont pas essayé de compenser, ils ont pas essayé de compenser avec de l'activité physique ou quoi. Et en plus de ça, ils étaient en semi-famine. Et en plus de ça, c'était pendant 6 mois. Enfin, je veux dire, parfois, ton trouble alimentaire durait peut-être plus longtemps et aussi t'as mangé peut-être encore moins. Donc voilà, c'est normal que ton corps mange autant et qu'ils prennent aussi autant de temps. Après, c'est vraiment pas défini, il n'y a pas une période de temps qui est proportionnelle par rapport au temps où tu t'es restreint. Ça dépend vraiment de ton corps, personne ne pourra te dire précisément. Et encore une fois, je redis que c'est pas parce que eux ont traversé ça ou que d'autres personnes traversent ça que vous allez forcément traverser ça. Vraiment, chaque personne est différente. Juste faites confiance à votre corps. Je sais que c'est bien plus simple à dire et à écouter qu'à accepter. Je le sais parce que j'ai traversé cette période-là et c'était vraiment la période la plus compliquée de tous mes troubles alimentaires. Mais c'est aussi cette période-là qui m'a sauvé vraiment des troubles alimentaires justement. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que cette étude elle était terminée, il y en a beaucoup qui ont pris du temps quand même à retrouver un rapport à l'alimentation classique. En moyenne, aussi par rapport à leur poids, ils ont retrouvé leur poids en moyenne 1 an après. Mais du coup, comme je disais, on peut pas non plus se baser sur cette période de temps puisqu'ils n'avaient pas de troubles alimentaires. Donc, une fois qu'ils ont commencé à manger, ils se sont plus restreints. Ils ont mangé jusqu'à être rétablis complètement, en fait. Alors que quand t'as un trouble alimentaire, souvent t'as des peurs qui sont tellement présentes que ça rend les choses parfois moins rapidement. Mais ça aussi, tout comme la faim extrême, c'est vraiment propre à chacun. Moi, quand j'ai lu cette étude, franchement, j'ai eu vachement mal au cœur pour ces personnes, pour les participants. Et je me suis dit, mais ils ont dû tellement regretter d'avoir fait ça, quoi, parce que ça avait l'air horrible. Mais moi, je vois ça d'un point de vue où j'ai vécu l'anorexie, en fait. Mais du coup, il y a des chercheurs qui se sont dit sans doute la même chose que moi et que sans doute beaucoup de gens. Et il y a des chercheurs qui, en 2018, ils ont interrogé 19 d'entre eux, donc 60 ans plus tard. Ils ont cherché, en fait, à connaître aussi l'impact de la restriction sur le long terme. Et il n'y en a aucun d'entre eux qui a dit qu'il avait regretté avoir participé à cette étude. Bon, du coup, c'est déjà une bonne nouvelle. En revanche, ils se souvenaient tous des symptômes précis qu'ils avaient éprouvés pendant cette étude. Ils se rappelaient plus souvent des points positifs que négatifs. Ça me fait un peu penser au fait que, même quand on sort des troubles alimentaires, on a tendance à romantiser un peu sa vie avec le trouble alimentaire. Il y a un peu comme le trouble alimentaire qui nous manque. Ça m'a un peu fait penser à ça. Par contre, ils se souvenaient tous aussi du fait qu'ils avaient eu énormément faim à la fin de l'expérience, je parle du coup pendant la période de renutrition. Et puis, il y en a certains qui ont évoqué une boulimie ou une suralimentation, mais
Comme si encore une fois, ils connaissaient pas, mais c'est une fin appropriée pour un corps restreint qui avait vraiment accumulé une dette d'énergie, une carence d'énergie. Donc voilà, je rebondis encore une fois pour dire que cette expérience, c'est pas un trouble alimentaire. J'aime beaucoup cette expérience, je la trouve super pertinente, mais comme je disais au tout début, il faut pas oublier qu'il y a vraiment des différences entre cette expérience et avoir un trouble alimentaire. Je dis ça surtout pour les proches du coup, parce que peut-être que là du coup vous vous dites du coup il suffit juste de manger ou il suffit juste d'arrêter la restriction. Encore une fois, ces hommes-là, ils n'avaient pas les mécanismes de l'anorexie ni du trouble alimentaire en général en fait, et c'est ce qui les a aidés d'ailleurs à se remettre aussi rapidement de cette expérience, et c'est aussi d'ailleurs pourquoi leur capacité mentale a été évaluée avant d'être admis pour l'étude en fait, pour être sûr que ils n'avaient pas de risque, entre guillemets, de développer peut-être des maladies mentales justement à la suite de ça. Je vais vous donner un peu les différences que j'ai notées entre cette expérience et les gens qui souffrent d'un trouble alimentaire. Déjà, première chose, c'est que souvent, ils étaient fatigués physiquement. Et du coup, ils évitaient un peu les escaliers, ils ralentissaient le pas, ils évitaient même de faire du sport, ils aimaient pas ça. Là où, en général, je fais vraiment des généralités là pour le coup, et après c'est vraiment spécifique à chaque personne, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires et qui du coup sont hyperactif autant physiquement que mentalement. Donc je dis pas forcément qui fait du sport, hein. Je dis vraiment qui est hyperactif dans le sens où qui va facilement avoir la bougeotte, qui va facilement marcher, même beaucoup travailler, et qui va même au contraire chercher à prendre des escaliers. Ensuite, ils attendaient avec impatience la fin de cette étude, surtout vers la fin justement, et en fait ils avaient une date de fin à ce cauchemar, là où les troubles alimentaires, souvent on se souvient approximativement quand est-ce que ça a commencé, et encore pas toujours, mais on sait pas la date de fin, c'est une maladie quoi. Ensuite, comme j'ai dit dans l'étude, si on leur donnait plus de nourriture, ils l'auraient mangé, alors que en général avec les troubles alimentaires restrictifs, les patients cherchent vraiment à se restreindre, à manger le moins. Ensuite, l'étude ne souligne pas non plus que ces hommes ont développé des peurs par rapport à l'alimentation, alors que souvent les personnes qui ont des troubles alimentaires vont facilement catégoriser les aliments comme bons ou mauvais, ou avoir des aliments, même s'ils les mangent, ils se disent quand même ces aliments-là sont pas bons, il faut les éviter. Ils ont un peu une vision dualiste des choses, et parfois aussi ils ont peur de guérir, donc ils ont peur que même cette période de restriction s'arrête. Alors que là, ici, les sujets, vraiment, ils éprouvent tout le contraire. En vrai, ils s'en fichent de ce qu'ils ont dans leur assiette. Et en fait, ils ont qu'une hâte, c'est que genre ça augmente. J'ai vu aussi un moment que, apparemment, chaque semaine, ils avaient leur ration pour savoir si c'était justement augmenté ou diminué par rapport au fait qu'il fallait pas que. Enfin, ils avaient une perte de poids bien précise attendue. Et je sais qu'il y en avait, quand ils savaient que genre leur ration diminuait, c'était genre la fin du monde pour eux. Alors que en général, c'est horrible, mais pour les personnes qui ont des troubles alimentaires restrictifs, ces personnes-là vont être limite contentes. Voilà, après je veux pas faire de généralité. Justement, en fait, je fais des généralités, mais c'est pas comme ça dans tous les troubles alimentaires. Ensuite, il y a une chose aussi, c'est que quand on a un trouble alimentaire, souvent la personne qui en souffre, elle a vraiment l'impression que c'est impossible de manger, enfin c'est au-dessus de ses forces, et c'est pas genre dans sa tête, elle fait pas semblant, elle est vraiment malade et elle peut pas juste manger, c'est pas aussi simple. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est que ces hommes-là, ils se sont restreints de façon volontaire pour une expérience. Là où les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, elles se restreignent pas par plaisir, même si en fait ça leur éprouve du bien de se restreindre, mais c'est pas par plaisir, c'est vraiment genre la maladie qui fait ça aussi. En fait, ces personnes-là souvent développent un trouble alimentaire, un peu comme une stratégie d'adaptation. Encore une fois, je fais une généralité et c'est pas toujours la cause, et en fait je vais même plutôt parler pour moi, comme ça voilà, c'est sûr. Souvent, quand on développe un trouble alimentaire comme une stratégie d'adaptation, c'est parce qu'on a un tel mal-être dans sa vie que le trouble alimentaire donne l'illusion que ça te permet d'aller mieux, d'apaiser tes angoisses, ton traumatisme, de te protéger même. Il y a même des personnes qui peuvent dire que genre leur trouble alimentaire leur sauve la vie, et elles le pensent vraiment, et c'est sans doute vrai à l'instant T en fait. C'est vraiment la façon que leur corps a trouvé de survivre à un moment, à un problème, ou de leur dire qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut le travailler. Voilà, donc c'est une grosse différence quand même, parce que elles l'ont pas choisi, parce que c'est important de savoir que ça c'est un processus inconscient. Évidemment, la personne ne se dit pas tiens, je vais développer un trouble alimentaire pour aller mieux. C'est vraiment un processus inconscient. Là où ces hommes-là, ici dans l'expérience, voilà, c'était une expérience. Donc voilà, j'espère que cette étude vous a plu. Je la trouve vraiment très intéressante, très pertinente. Dans le cadre des troubles alimentaires, enfin moi je l'ai trouvée vraiment très bien faite, alors qu'à la base elle n'était pas faite pour ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez pas compris des choses, si au contraire ça vous a aidé d'une quelconque manière.
Je vous ai mis toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cet épisode de podcast, du coup en description, ou alors vous pouvez aussi le retrouver à la fin de mon article, et du coup cette expérience qui est sur mon blog. Je vous invite aussi à me mettre un avis, une note sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup au référencement et ça me permet du coup d'être visible auprès d'autres personnes dont ça pourrait aussi peut-être aider. Donc voilà, c'est vraiment très important et c'est aussi une façon de me soutenir. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.